Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté Supply Chain, bienvenue dans le lancement de ce nouveau podcast GL Talk. GL Talk, c'est un podcast adressé à la communauté Supply Chain pour discuter les sujets de tendance, les sujets d'actualité relatifs à la supply chain au Maroc et aux tendances à l'international. Alors pour ce premier épisode, j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter avec moi Si Hamza Al-Iraqi, CEO de GL Supply Chain, qui est filiale de GL Transit. C'est Hamza qui est le host d'ailleurs derrière le podcast. Marhaba Si Hamza. Merci, Allah يبارك فيك. Avec nous Sim Mustafa Fakher. Alors Sim Mustafa Fakher, c'est le président de la commission catégorisation des opérateurs économiques agréés et décarbonisation du club opérateurs économiques agréés au Maroc. Si Fakher, marhaba bik. C'est Reda, merci. C'est Hamza, merci pour l'invitation. C'est Mounir. Je suis ravi d'être avec vous dans ce premier podcast et c'est une initiative que je félicite et que j'encourage. Merci, marhaba Sidi. Et pour boucler la boucle, Mounir Rabia, directeur général de Maghreb Solutions. Marhaba Mounir. Marhaba, alhamdoulilah, merci beaucoup. Je suis très heureux et je vous remercie pour l'invitation et des intervenants de qualité. Donc, on va pouvoir échanger pas mal de choses. Très bien, Inch'Allah. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la supply chain du futur au Maroc. Innovation et tendance émergente. Alors, si je vous demande en un mot, quel est l'intérêt de cette thématique? Je commence par vous, Si Hamza. L'avenir. L'avenir. C'est l'avenir de la supply chain. C'est l'avenir de la supply chain. Il faut se tenir prêt et suivre de près les nouvelles tendances et technologies dans ce métier-là qui évolue très très rapidement. Et alhamdoulilah au Maroc aussi, on le voit. Et si on n'a pas un viseur sur l'avenir dans ce secteur, on risque d'être laissé de côté. Donc c'est un thème que je pense va être très intéressant aujourd'hui pour discuter auprès de nos invités que je remercie pour leur présence. Très bien. Alors, l'avenir, c'est Fakher. Et normalement, généralement, l'avenir, on parle beaucoup sur l'innovation, digitalisation, mais on oublie une thématique ou un topic qui est très intéressante pour vous, qui est la régularisation. Effectivement, je rejoins ce qu'a dit Hamza. L'avenir est une tendance très lourde du secteur de la digitalisation parce que c'est un secteur par essence prospectif. Donc on ne peut s'inscrire, même en étant au présent, on doit se projeter vers l'avenir. Donc aujourd'hui, si on veut avoir une vue générale sur les perspectives, on est en train, c'est vrai qu'on est sorti de la crise du Covid-19, mais on est rentré dans un cycle de crise qui sont multiformes. Donc aujourd'hui, les manifestations de cette nouvelle tendance, c'est ce qu'on appelle la conformité, ce qu'on appelle compliance, ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises. C'est des mots doux, peut-être, mais qui ont des significations très hard et qui vont avoir un impact très important sur l'entreprise. Très bien. Merci, Si Fakher. Alors, on tourne la table avec Mounir. Un commentaire par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Donc, comme vous le savez tous, le monde d'aujourd'hui est ultra compétitif, ultra concurrentiel. Donc, on a des pays émergents comme l'Inde, la Turquie, la Chine, bien sûr, évidemment. Donc, le Maroc, dans ce concert des nations et de la compétition de la supply chain, il doit pouvoir trouver sa place et surtout faire jouer des atouts pour qu'ils puissent être compétitifs. Les entreprises ont besoin d'être compétitives. Donc, c'est là que les différents éléments de la supply chain, donc bien sûr le transport, mais également le stockage, vont entrer en jeu. Donc, avant, on parlait de stockage. Aujourd'hui, on cherche à faire du stockage intelligent. Très bien. Donc, là, j'ai 3 axes, et ça tombe bien. Nouvelle tendance de la supply chain du futur au Maroc. On a une partie innovation, digitalisation. On a une partie conformité, on a une partie optimisation, compétitivité. Donc si on veut partir sur ça, je reviens à Si Hamza. Si Hamza, pour vous, quelles sont les tendances en matière de digitalisation et les innovations dans la supply chain? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple par rapport à vous, à GL Supply Chain ou GL Transit? Comment vous vivez ces expériences de digitalisation? Donc en fait, pour parler des tendances, il faut déjà voir les prémices de ça. Et moi, je suis partisan de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et je dirais qu'aujourd'hui, le Covid nous a fait beaucoup de bien dans ce secteur de la supply chain. Aujourd'hui, grâce au Covid, on a gagné 10 ans
sur cette croissance technologique, justement pour ne plus avoir de contact humain, comme dans nos métiers avec la douane, en période de crise sanitaire, on était obligé de se réinventer. Et pour cela, la meilleure manière de se réinventer, c'est la digitalisation, pour limiter ce nombre de contacts. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs, au niveau de la douane, il y a plusieurs choses qui ont été digitales, comme le paiement des droits de douane et des taxes. Aujourd'hui, on peut le faire directement sur son smartphone en un seul clic et on obtient la main levée immédiatement. Aujourd'hui aussi, au niveau de la douane, pour parler de la douane, il y a l'intelligence artificielle qui a été implémentée dans le système BADR de la douane avec les circuits verts, orange et rouge. Ça aussi, ça a permis de profiter de cette avancée technologique dans notre métier. Et aujourd'hui aussi, on a d'autres outils qui permettent cette digitalisation, notamment comme Portnet, qui est le guichet unique aujourd'hui, où ce système-là permet, on va dire, une blockchain pour faire passer les différents maillons de la chaîne de bout en bout d'une façon sécurisée. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, les importateurs et exportateurs, ça les a transformés. Ça leur a permis de simplifier les process. Ça leur a permis aussi de réduire les délais qui sont très importants dans notre secteur. On parle de magasinage, de surhistorie, de frais supplémentaires. Donc, qui dit réduction de délai, dit réduction de coûts pour une entreprise. Et aussi, ça nous a permis aussi de se conformer au commerce international. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, il y a un volet aussi très important que je vais en parler, c'est le volet durabilité. Le volet durabilité, aujourd'hui, les entreprises marocaines sont de plus en plus sensibles à ce volet-là, sur la partie décarbonisation, sur la partie vert, éco-friendly. Il y a même des départements aujourd'hui de RSE qui sont dans les entreprises. Et aujourd'hui, pour parler dans le secteur de la supply chain, où on est ouvert à l'export, plusieurs entreprises clientes de nos entreprises marocaines en Europe demandent une empreinte carbone, qui passe par une empreinte carbone dans leurs usines, dans leurs entreprises de production, mais aussi dans leur transport et dans toute la partie logistique et supply pour acheminer leurs produits made in Morocco dans les autres marchés. Si je vous demande de noter de 0 à 10, pour vous, on se situe où? D'un point de vue national. Exactement. Écosystème. En fait, même pour les entreprises, les opérateurs, pas que l'administration. On a compris que pour l'administration, il y a beaucoup d'efforts qui se font, il y a une grande évolution. Aussi pour les acteurs, les opérateurs, est-ce que vous sentez en fait ce rythme de digitalisation qui est accéléré, de formation? Vous avez bien parlé de l'élément humain qui est au centre de toutes les transformations possibles. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est très bien, plutôt bien, assez bien? D'accord, très bien. Encore loin, parce que Simounir a parlé de l'Inde, de la Chine, des pays émergents qui connaissent aussi une croissance rapide. Alors, si je devais noter, après tout est relatif, mais si je devais prendre au niveau des pays émergents et si je devais noter la croissance qu'il y a eu ces dernières années, on est très bien noté. Moi, je noterais ça très bien parce que cette croissance a été très rapide et a suivi les nouvelles tendances. Excellent. Donc ça, je mettrais un 8 sur 10 Excellent. Ou même un 9. Par contre, est-ce qu'on a atteint l'excellence? Là, on peut pas donner la même note parce qu'il y a encore beaucoup de progrès à avoir à ce niveau-là. Et en plus, ça évolue tellement rapidement aujourd'hui qu'on doit suivre à chaque fois ces nouvelles tendances. Donc, c'est très encourageant, je dirais, pour notre pays. Excellent. Donc, tendance, il y a la partie tendance. Hamza a parlé de la digitalisation, que ce soit de l'administration, bien des opérateurs. Il a parlé de la décarbonisation, bien la nouvelle régulation. Et là, ça me fait le pont vers vous, Sifaher. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de régulation, en matière de conformité? On sait que c'est très stratégique et important pour un secteur comme la supply chain. Effectivement, alors je crois que parmi les plus grands sujets qui impactent la supply chain aujourd'hui, c'est la décarbonation, comme a dit Hamza, et je le rejoins évidemment sur le sujet. Tout le monde parle de ce qu'on appelle la taxe carbone ou la réglementation CBAM qui va être imposée par l'Union européenne. Et donc, on est déjà en 2024, on a commencé les premières déclarations qui sont facultatives, mais au fur et à mesure, ça va devenir mandatory. Alors, c'est
cette réglementation sur la décarbonation, c'est un peu à l'image de ce que j'ai appelé tout à l'heure la réglementation relative à la conformité de l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, on était passé on a commencé par des démarches volontaires, ce qu'on appelait la RSE, la responsabilité sociale et environnementale d'entreprise. Ça a pris parfois le nom de conformité, de certaines... il y a eu certaines labellisations. On connaît la labellisation EcoVadis, qui est les normes ESG, environnement, sociaux, de gouvernance. Donc, il y a eu quand même des démarches volontaires. Il y a la catégorisation de douane. Si Hamza a cité la douane, l'administration de la douane a été précurseur sur ce sujet de conformité dans le commerce international. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que cette réglementation, ces bonnes pratiques, ces nice to have, sont commencé à devenir mandatory, obligatoire. On n'est plus dans le nice to have, on est dans le must to have. Ça veut dire aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est plus facultatif pour elle, de par son environnement qui est changeant. Ça veut dire ce n'est plus quelque chose d'obligatoire du fait de l'administration ou d'une loi nationale. Mais c'est même ses partenaires commerciaux, à savoir ses clients et ses fournisseurs, ont commencé à imposer à l'entreprise ces normes comme étant obligatoires, voire impératifs pour toute opération commerciale. Donc aujourd'hui, on commence à, si Hamza l'a cité, c'est le calcul du bilan carbone, c'est devenu obligatoire. On parle de la conformité sociale, on parle de tout ce qui est lutte anticorruption, certification anticorruption. On parle aujourd'hui même au niveau d'entreprises. Aujourd'hui, des entreprises exigent entre elles l'attestation de régularité fiscale et l'attestation de régularité sociale. Donc, ce qui était facultatif et ce qui pouvait être demandé par l'administration, c'est incrusté dans la relation privé-privé, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que l'entreprise aujourd'hui doit vraiment être au standard. Aujourd'hui, ce n'est pas un devoir de l'État. Ce n'est pas un devoir uniquement des associations professionnelles. Ce n'est pas uniquement un débat d'experts ou de consultants. C'est un projet qui doit mobiliser l'ensemble de la communauté pour relever ces défis qui vont nous toucher tous. Donc aujourd'hui, le devoir de vigilance d'entreprise, la conformité, la compliance, ce n'est pas des sujets annexes. C'est devenu des sujets principaux. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise marocaine doit s'y préparer d'une manière assez conséquente. Très bien. Alors, pour les tendances régulation, vous avez parlé de la partie décarbonisation. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres tendances, est-ce qu'il y a d'autres évolutions, que ce soit au niveau national ou bien aux normes internationales, auxquelles les entreprises doivent être sensibilisées? Bon, aujourd'hui, vous posez une très bonne question. C'est la question de la veille réglementaire au niveau de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui nous fait beaucoup défaut parce qu'aujourd'hui, il y a une profusion normative, si on peut appeler les choses comme ça. C'est vrai que le commerce international a tendance à s'accélérer, à s'intensifier, mais le corollaire de tout ça, c'est également une inflation au niveau réglementaire et normatif. L'entreprise aujourd'hui, elle est face à un monde changeant. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de normes qui sont mises en place. C'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. C'était très connu. C'était un dispositif qui n'était pas assez utilisé dans le cadre du commerce international, mais vu qu'on a atteint un niveau de démantèlement tarifaire au niveau douanier qui est devenu très bas, et qu'on est quasiment aujourd'hui dans une grande zone de libre-échange, donc il n'y a plus de barrière par le tarif douanier, il y a une substitution de tout cela à travers des barrières non tarifaires qui se matérialisent essentiellement par des réglementations ou des normes ou des lois. Donc aujourd'hui, moi ce que j'appelle, c'est à la mise en place d'un vrai observatoire de la réglementation
des normes pour le commerce international, parce qu'à l'échelle d'une entreprise, ce n'est pas faisable. Une entreprise ne peut pas mobiliser en propre des ressources pour assurer cette veille et même pour les mettre en œuvre. Donc, il y a besoin d'un organisme plus important pour les accompagner. Très bien. Création d'un observatoire national pour la veille réglementaire, ce qui va aider les entreprises à être un peu dans la veille, se préparer pour... Exact. C'est excellent. Et là, je passe à Si Mounir. Si Hamza a parlé de la digitalisation, de l'innovation et ses changements, si Fakher a parlé de la conformité. Et en fait, les deux, ils peuvent avoir soit des coûts ou là, des économies. Et là, je m'oriente vers vous. Vous avez parlé de la compétitivité. On sait que ça peut faire partie de la compétitivité, mais il y a d'autres variables de compétitivité. Notamment, vous avez parlé du stockage intelligent. Simone, comment vous voyez un peu l'apport du stockage intelligent sur la compétitivité des opérateurs économiques au Maroc? Exactement. Alors donc un entrepreneur, par définition, il a en ligne de mire dans ses tableaux de bord la rentabilité de son entreprise. Donc la compétition, elle est nationale, elle est internationale, et il doit suivre les indicateurs de coût. Donc la réglementation peut être un surcoût, effectivement. Les nouvelles technologies peuvent être vues comme un surcoût, mais j'appelle vraiment les entrepreneurs à le penser comme un investissement. La plupart du temps, quand on réfléchit à long terme, cet investissement, on trouve des gains de temps, et le temps, c'est de l'argent, bien entendu. Et on trouve des gains de temps, des gains de productivité, des gains dans la supply chain aussi, qui font que ce coût ramené aux économies qui vont nous apporter à long terme, il devient vraiment largement rentable. D'accord ? Donc, il faut vraiment penser les nouvelles technologies comme un investissement et non pas comme un coût. Deuxièmement, dans la partie, on va dire, rentabilité toujours, puisque ce qui va intéresser pas mal de nos auditeurs qui sont peut-être des entrepreneurs ou des directeurs de logistique, les coûts de production deviennent incompressibles. D'accord, la matière première ne fait qu'augmenter, elle a explosé même ces dernières années. Donc, c'est pas là qu'on va chercher des gains de rentabilité. Donc, où c'est qu'on peut encore aller en chercher ? C'est dans la supply chain. Donc, le transport, pareil, le coût de l'énergie augmente. Donc, c'est pas forcément là qu'on va trouver des gains de rentabilité. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste le stockage. Et là, à ce moment-là, j'ai une très bonne nouvelle, c'est que le monde du stockage a subi pas mal de révolutions et apporte énormément d'innovations qui permettent de faire des coûts très importants en termes de stockage. Je vais prendre un exemple. Avant, on construisait un bâtiment et ensuite, on installait le rayonnage à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons des structures qu'on appelle des entrepôts autoportants. Donc, en fait, c'est le rayonnage qui supporte bien sûr le stock, mais qui sert également de structure pour l'entrepôt. Donc, une fois qu'on a construit, on commence par construire le rayonnage, par installer le rayonnage, et ensuite on ferme ce rayonnage avec donc les parois latérales et le toit. Conséquence, vous venez d'économiser 30% de génie civil, de gains sur la construction. Et donc, en Europe, ça s'est énormément développé. Au Maroc, je n'ai pas encore entendu un bâtiment qui se serait construit sous cette forme-là. Donc, je pense que ça ne va pas tarder à arriver. On essaye, nous, en tout cas, de le proposer très régulièrement. À l'heure actuelle, on a plusieurs dossiers en cours ici au Maroc où on propose ces solutions-là. Et on espère pouvoir donc être le premier, ou construire en tout cas le premier bâtiment autoportant ici au Maroc. Donc, les gains peuvent se chercher aussi parce que le foncier, vous n'êtes pas tous censés savoir que le foncier a explosé, on a du mal à en trouver. Quand on le trouve, il est très cher, donc il faut optimiser ce foncier. Là aussi, je fais un appel aux entrepreneurs qui sont dans la logistique ou dans les entrepôts, la construction de bâtiments de production, mais également aux architectes. Pourquoi ? Trop souvent, j'ai des dossiers de rayonnage où on arrive après la construction du bâtiment. Et en fait, quand on arrive après la construction du bâtiment, qu'est-ce qu'il se passe ? Ces bâtiments ont besoin de poteaux et de piliers, tout simplement, pour supporter, bien sûr, la toiture. Par contre, ça va entraver énormément les flux de circulation. Dans vos entrepôts, vous devez le savoir certainement chez JL Transit. Donc, ça perturbe la circulation, mais ça perturbe aussi l'implantation du rayonnage. Donc, en moyenne, on perd 20% de capacité de stockage à cause des poteaux
qui sont mal placés dans un entrepôt. Alors que, bonne nouvelle encore, il suffisait de faire intervenir l'entreprise de rayonnage avec son bureau d'études en amont, avec l'architecte, pour placer les poteaux aux bons endroits. Et à ce moment-là, vous avez 20% de stockage en plus. Donc, on jette de l'argent par la fenêtre uniquement par manque de savoir. Je rappelle une chose, c'est que l'étude de l'implantation de ce rayonnage dans le bâtiment, donc en amont, tout de suite avec l'architecte, c'est gratuit. Et là, c'est un périmètre en fait, d'optimisation des coûts et de compétitivité. Oui, là, c'est l'optimisation principalement, si on veut parler d'innovation, c'est simplement le fait de faire intervenir un bureau d'études en amont. Par contre, dans les entrepôts autoportants, là, c'est véritablement une innovation qui permet de gagner du coût. On a également, bien sûr, la robotisation, on a également l'IoT, on a également tous les objets connectés maintenant, hein, donc les WMS, donc les logiciels de gestion des stocks et des flux permettent de suivre à l'instant T toutes les marchandises, toutes les palettes, les flux. Et donc, tout ça, c'est des économies. Je parle toujours financier hein, pour rester dans l'objectif d'un entrepreneur. Sont des économies très importantes qu'il ne faut pas négliger quand on a une gestion de stock à faire. Très bien. Donc, on peut générer des économies, du coup, Oui. soit via l'innovation technologique, ou bien via l'innovation en termes de best practice. De bonnes pratiques qui permettent aussi d'optimiser. Je sais que vous, GL Supply Chain et GL Transit, vous avez des solutions, vous avez implémenté des solutions en interne pour gagner cette efficacité opérationnelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler par rapport à votre expérience pour la digitalisation des opérations? Bien sûr. Effectivement, nous, à JL Transit et JL Supply Chain, on est très, très porté sur les innovations tech dans ce métier-là. Parce que, premièrement, ça automatise certains process très importants pour nos équipes et pour nos clients. Deuxièmement, ça réduit l'erreur humaine énormément. Donc là, je vais prendre l'exemple du WMS. Donc, on a un Warehouse Management System. Donc, c'est un système automatisé de gestion d'entrepôt. Ce système-là permet d'avoir une traçabilité de toutes les palettes qui transitent dans notre entrepôt à Aznetcha et permet de donner un cycle de vie à la palette. Donc aujourd'hui, pour aussi des questions de traçabilité, on a été aussi approché par le ministère du Commerce et de l'Industrie, notamment pour certains produits qui ont besoin d'une traçabilité au Maroc. Je parle du plastique, avec la politique Zéro Mica. Aujourd'hui, les importateurs de plastique se doivent de stocker leurs marchandises dans des entrepôts qui ont un WMS. Donc aujourd'hui, on joint à la fois l'utilité entreprise, qui est la nôtre, donc pour nos intérêts, avec aussi les intérêts publics et les intérêts, bien sûr, des preneurs de décision. Donc, je pourrais dire que cette technologie elle est connue depuis longtemps. Aujourd'hui, le WMS, c'est vital presque pour une entreprise dans la supply chain. Mais je tiendrais à sensibiliser plus les acteurs de la supply pour mettre en place cette technologie qui a fait toutes ses preuves aujourd'hui. Très bien. Alors, technologie Sifacher, on parle beaucoup des gains, on parle beaucoup de l'optimisation et des apports. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, on peut pas l'éviter. Mais si on parle de la conformité, en fait, la technologie, elle peut aider, ou bien comme a dit Hamza, il a parlé du cas du plastique, donc ça a aidé GL Transit pour être conforme par rapport aux normes du ministère en termes de plastique. Mais parfois, il y a le sujet des données personnelles, la protection des données personnelles qui peut être une non-conformité. Effectivement, vous adressez un sujet très intéressant par rapport à cette digitalisation, parce que c'est vrai qu'elle permet de mettre à disposition beaucoup de données, beaucoup ce qu'on appelle la big data. Mais encore faut-il savoir comment cette big data est traitée, dans quel cadre et à quels usages. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs et des acteurs de la chaîne logistique sont en train de collecter des données à caractère personnel de leurs clients, de leurs fournisseurs, de leurs partenaires commerciaux. Et aujourd'hui, au Maroc, par exemple, il y a une loi, la loi 0908, relative à la protection des données personnelles. Vous avez cité les entrepôts logistiques. Il y a beaucoup de caméras
notamment dans les MEAD, les magasins sous douane. Et aujourd'hui, tout ce traitement de données, la conformité lui a consacré quand même un chapitre. Il faut que ces données soient utilisées dans le cadre qui lui sont réservés. Ça veut dire qu'ils ne soient pas utilisés à d'autres fins. Aujourd'hui, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas eu de précédent, mais il faut s'inscrire dans une démarche préventive. Aujourd'hui, personnellement, j'invite l'ensemble des opérateurs du commerce extérieur qui gèrent des données à caractère personnel de leurs clients ou de leurs fournisseurs à se conformer à cette loi. Il y a la CNDP, la Commission nationale de la protection des données personnelles, qui délivre des autorisations de traitement, notamment par rapport à des caméras, notamment par rapport aux contrats commerciaux, et elle vous délivre des certificats des autorisations de traitement relatifs à ces données. Donc aujourd'hui, la digitalisation permet d'agréger beaucoup de données. L'usage qui en est fait doit être conforme aux principes de la loi. Très bien. Simonir, un mot par rapport à protection des données personnelles, nouvelles technologies. Alors, bon, mon domaine, ça va être plutôt à la rigueur les nouvelles technologies, la protection des données personnelles, c'est plus les experts dans ce domaine-là, juridique et autres. Pour les nouvelles technologies, on parle beaucoup de robotisation, bien sûr, donc dans le stockage. Aujourd'hui, l'e-commerce, donc l'écosystème de l'e-commerce explose au Maroc. Bon, donc c'est une conséquence tout à fait normale, puisqu'en Europe, ça fait déjà plus de 15 ans que c'est le cas. Donc, ils se sont adaptés très vite. Donc, la supply chain, donc que ce soit le transport ou le stockage, c'est très vite adapté à ce mode de production et de livraison. Donc bien sûr, les leaders Amazon en Europe sont force de proposition des nouvelles technologies, puisqu'ils en ont besoin en priorité, ils ont les moyens de le faire. Le Maroc s'adapte, donc aujourd'hui l'e-commerce se développe de plus en plus, avec les plateformes qu'on connaît, Jumia et autres, mais on a beaucoup d'autres sites indépendants qui se développent. Et donc au niveau de transport, ce que je constate, c'est que il y a énormément d'opérateurs et surtout le Last Delivery, donc le dernier, le Last Mile, qui est très très bien servi. En fait, il y a énormément de prestataires. C'est au niveau du stockage qu'il y a encore effectivement une évolution à avoir. On a encore des réflexes de stockage à l'ancienne, où on pose du matériel dans des petits rayonnages et ensuite on se débrouille bon an mal an pour aller faire du picking et ensuite aller livrer tout ça. Il y a des solutions donc, qui sont déjà arrivées au Maroc de stockage vertical. Donc c'est des blocs de stockage vertical. Ils montent jusqu'à quasiment 30 mètres. Donc c'est énorme en termes de gain de surface. Donc vous avez un bloc qui représente à peu près 3 mètres sur 2 mètres. Donc c'est vraiment au niveau du sol, l'empreinte sol est très minime. Par contre, en montant sur 10, 15, 20, 30 mètres selon la taille bien sûr de votre bâtiment, imaginez le nombre d'articles qui sont stockés. Et les bacs, en fait, par système d'ascenseur automatisé, je veux dire, pas d'intervention d'homme. Donc tout est automatisé. Les bacs montent et descendent en fonction de la demande. Vous avez besoin de l'article 2832B, vous appuyez, la machine vous délivre l'article 2832B. Donc quand on multiplie ce genre de monobloc de stockage vertical sur une petite surface, vous avez en fait un gain énorme de stockage et une rentabilité et surtout aussi une productivité incomparable. Plutôt que d'envoyer un opérateur aller chercher des articles sur des centaines de mètres en longueur, là, il reste à son poste, entre guillemets, et en fait, tous les articles, des milliers d'articles sont stockés en hauteur. D'accord ? Donc, vous avez aussi le mobile. D'accord. Donc aujourd'hui, l'archivage mobile, c'est-à-dire que les palettes lourdes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, donc les palettes lourdes, le rayonnage se déplace. Donc il est monté sur des rails et ça permet en fait d'avoir un seul couloir d'accès. Tout le reste est compact. Et en fonction des palettes que vous voulez, vous allez déplacer, c'est motorisé bien entendu, vous allez déplacer le rayonnage. Donc c'est plus l'opérateur qui se déplace avec son chariot, avec du temps et de la manutention et tout ce qui va avec, et surtout un espace perdu, parce que les couloirs, c'est de l'espace perdu en termes de stockage. Donc là, c'est compacté, et en fait, c'est le rayonnage qui se déplace, et vous avez juste à rentrer avec le chariot, récupérer votre matériel. Donc, tous ces éléments d'innovation permettent de rentabiliser les surfaces,
d'augmenter la productivité pour les opérateurs et de délivrer beaucoup plus rapidement, plus fluidement les marchandises donc, à leurs destinataires. Excellent, très bien. Ok, alors, il y a des, avant de terminer, il y a des nouveautés au fait, au niveau national, de grands événements et de nouvelles stratégies. Moi, je retiens deux. La stratégie Maroc Digital 2030, en fait, qui est une stratégie qui vise à accompagner les entreprises marocaines pour l'innovation et à développer un écosystème des startups. Tous les pays qui ont pu développer une économie de savoir, c'était grâce à des collaborations startups, grandes entreprises ou PME, pour apporter de l'innovation. Et là, pour vous, Hamza, plus en tant qu'acteur, quelles sont les attentes avec la stratégie autre, parce qu'il parle d'incitation, mais en gros, vous, en tant qu'opérateur dans le secteur logistique, quelles sont vos attentes par rapport au soutien à l'innovation? C'est-à-dire demain, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui pourra vous encourager encore plus à aller de l'avant et instaurer de nouvelles solutions, de nouvelles technologies pour améliorer encore la compétitivité? En tant qu'acteur, mes attentes, pas plus tard qu'hier, j'en parlais à des confrères, c'est au niveau des subventions. On a bénéficié, Dieu merci, de certaines subventions il y a quelques années. Je citerai PME Logis, qui était une subvention qui a connu un succès pour sa première et seule édition en 2018. Malheureusement, aujourd'hui, cette subvention n'existe plus. Et c'était la subvention, on va dire, la plus dirigée, la plus drivée vers les acteurs de la supply chain. Donc, on a bénéficié de ça, notamment dans l'implémentation des technologies. Je parlais du WMS. On l'a utilisé. On a aussi utilisé ça dans la formation de nos personnels, qui est très importante, et notamment aussi dans la mise à disposition d'un portail client pour permettre un système, en fait, un environnement virtuel à nos clients, comme s'ils étaient présents dans notre plateforme logistique où ils ont un accès en temps réel de leur stock et ils peuvent commander, faire leurs commandes directement. Donc aujourd'hui, on évite les mails, les WhatsApp et les autres moyens de communication pour aller vraiment permettre au système de faire cette préparation directement, que le client déclenche la préparation de commande directement. Donc ça nous a fait aussi un gain de temps. Donc c'est aussi, Simone en parlait, la productivité, c'est très important pour nous. Donc si on permet aux clients de les engager avec nous dans cette productivité, ça à la fois arrange le client parce que c'est plus instantané et nous aussi ça nous arrange parce que la commande est directement passée par les clients. Ensuite, nous on veut bien sûr, comme Sif Moustapha l'a dit, on veut être aux normes, on veut tout le temps se plier aux nouvelles normes, régulations, pas que nationales, mais aussi internationales. Et donc aujourd'hui, nous, on est en train de calculer notre empreinte carbone. Mais ça a un coût. Aujourd'hui, il y a certains clients, effectivement, dans l'export, qui nous demandent, pour envoyer cette marchandise aux États-Unis, il faut nous donner l'empreinte carbone que vous avez au transport. Pour un transport aux États-Unis, pour schématiser, on est sur du multimodal. Il y a la récupération de la marchandise de chez le client, donc le chargement de cette marchandise dans un camion, donc terrestre. Ensuite, ça passe du terrestre vers le port, où on a le dépôt de cette marchandise qui est souvent dans un conteneur au port de Casablanca. Ensuite, on a toute la partie portuaire qui utilise des moyens de manutention pour charger ces conteneurs dans les navires. Et ensuite, le transport du navire du port de Casablanca, par exemple, au port de New York. Ça arrive à New York, ça doit être aussi livré chez le client final qui est en Pennsylvania, ou va savoir où il est, ce client-là. Donc, il y a aussi une autre partie post-acheminement en camion. Aujourd'hui, pour mesurer tout ça, il faut des outils. Et pour des outils, il faut bien sûr de l'argent pour avoir tout ça, et aussi une collaboration dans cet écosystème. Aujourd'hui, les compagnies maritimes, pour la plupart, permettent de mesurer l'empreinte carbone. Qu'en est-il de notre partenaire marocain local avec qui on va faire du transport, ou notre partenaire américain qui va faire le post-acheminement? Donc les subventions, j'insiste là-dessus, pour des acteurs comme nous, où il y a des grands projets à venir, on mise sur les subventions pour encourager les entreprises marocaines, les PME, dans ce genre d'innovation, et pour qu'on ne soit pas laissé de côté et qu'on permette aussi de donner cette force à nos exportateurs marocains de pouvoir vendre un produit made in Morocco et le plus éco-friendly possible.
Très bien. Alors, ce que je retiens, c'est qu'il y a le mindset est là. Vous êtes volontariste, vous voulez aller de l'avant. Il y a besoin de soutien. Si Fakhel, si Mounir, il y a un grand événement qui va venir. C'est la Coupe du Monde Ah bon? 2030. En fait, ça vient d'être officiel. Ça fait 3 jours. On vient de le voter. J'ai Pour moi, pas c'est toujours... On m'a pas prévenu. Pour moi, c'est toujours d'actualité. En fait, c'est un grand événement et on sait que normalement, un événement de telle ampleur, généralement, on attend ce qu'on appelle des effets d'entraînement, c'est-à-dire des effets sur différents secteurs, multisectoriels. La logistique, il est au cœur, elle est stratégique. Donc, pour vous, quels seront les challenges logistiques par rapport à cet événement et quelles sont aussi les opportunités, bien sûr. Comment on peut gagner en efficacité logistique en profitant de cet événement, des avancées comme on a parlé de la pandémie. En fait, on a dit que ça a permis d'accélérer la digitalisation, ça nous a parlé de 10 ans. Comment on peut gagner 10 ans d'efficacité logistique grâce à cet événement, si Fakhel? Très bien. Alors, j'ai envie de rebondir un peu Bien sur ce qu'a dit Si Hamza et effectivement répondre à votre question. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la conformité, son pendant, c'est une politique c'est vrai, du bâton et de la carotte. Parce que la plupart, ils voient dans la conformité plus une politique de bâton, où vraiment on pousse les entreprises à se conformer à la loi et c'est un côté plutôt... Pas répressif, mais un côté contraignant. Mais, et c'est pour ça que j'ai appelé à ce que cette mise à niveau, cette conformité se fasse dans le cadre d'un accompagnement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que des dispositifs incitatifs de la part de l'État sont les bienvenus. Alors moi, je ne les appelle pas subventions, c'est des primes à la conformité. Plus je suis conforme, plus je dois être récompensé. Parce qu'aujourd'hui, si une entreprise qui opère dans l'informel, qui ne s'oblige pas de cette conformité, elle va rester toujours plus compétitive et elle va continuer à agir de la sorte. Donc, pour moi, la conformité doit être forcément accompagnée d'une prime à la conformité qui peut être matérialisée par plusieurs dispositifs, notamment PME Logis et tout ça. Ça veut dire, dans l'amont, accompagner à la conformité et la conformité est une prime à l'investissement et tout ça. Deuxième chose, vous avez parlé du mondial. Aujourd'hui, on est à 5 ans. Donc demain, probablement, beaucoup d'opérateurs internationaux vont venir saisir des grandes opportunités au Maroc. Et puisqu'ils n'ont pas la connaissance du territoire, ils n'ont pas la connaissance de la réglementation, ils n'ont pas la connaissance des acteurs, eh bien, là, dans 90% du temps, ils vont se reporter sur la conformité de ces acteurs autant qu'élément premier pour initier des collaborations. C'est pour ça que je dis, demain, les grandes multinationales, quand elles vont venir pour s'installer, travailler avec des opérateurs marocains, elles auront besoin d'être rassurées. Et elles-mêmes, elles sont, de par le devoir de diligence qu'elles ont, parce qu'aujourd'hui, et ça, peut-être je ne l'ai pas suffisamment insisté dessus, c'est qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une réglementation de l'Union européenne qui parle de ce qu'on appelle le devoir de diligence des entreprises Union européenne. Donc, quand elles vont venir pour travailler au Maroc, elles doivent vérifier que les entreprises marocaines sont conformes. Donc aujourd'hui, il y aura une grande, grâce au mondial, il y aura une grande prime à la conformité parce que ces acteurs seront plus à même à travailler avec ces acteurs internationaux. Donc aujourd'hui, la conformité est devenue un élément essentiel de la compétitivité de l'entreprise vis-à-vis de ces chantiers, surtout celles qui vont s'exposer à l'international. Et je rejoins l'appel d'Elsi Hamza. Il faut qu'il y ait des dispositifs d'accompagnement. Parce qu'une entreprise tout seule, lui demander d'investir dans la digitalisation, lui demander d'investir dans l'infrastructure, dans le rayonnage, eh ben, elle ne peut pas supporter tous ces investissements en même temps. Donc, des primes à l'investissement ne seraient que la bienvenue. Très bien. Mounir, challenge, opportunité en termes de rayonnage. Alors, pour la partie, si on prend vraiment l'axe Coupe du Monde, je pense qu'effectivement, le stockage qui va être mis en jeu, c'est le stockage des hommes.
Donc, c'est-à-dire les supporters et tout ce qui, les millions de gens qui vont venir au Maroc, c'est là. L'alimentaire, Voilà. ce qui va avec. Et j'espère un jour des trophées de l'équipe nationale. Oui, j'offre le rayonnage pour poser la Coupe du Monde dessus, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, c'est la logistique aussi, c'est du stockage aussi. Bien sûr, ça sera plus, on va dire, le domaine de nos amis hôteliers qui vont devoir effectivement héberger tous ces gens-là sur un temps très record, hein, très court. Donc, voilà. Alors, en opportunité en termes de stockage, effectivement, la distribution va s'accélérer, évidemment. Donc, il va falloir aider tout le secteur de la distribution à améliorer son stockage. Et on revient encore tout à l'heure à ce qu'on disait. Il y a beaucoup de nouvelles usines qui sont en train de se construire. On a beaucoup de consultations chez Maghreb Rayonnage, justement, en fonction de ça. Purement des sociétés qui existent depuis longtemps, mais qui ont besoin de stockage supplémentaire. Donc, ils vont rajouter des surfaces de 2, 3, 4 000 mètres carrés de stockage. Et ils réfléchissent à comment optimiser cette surface-là pour qu'elle soit la plus rentable possible. Donc, on a ce souci-là. Je dirais aussi un petit mot peut-être pour les régions du sud du Maroc. Hein, souvent, on n'en parle pas assez, mais elles se développent énormément, que ce soit la région d'Agadir et bien sûr Dakhla et l'Ayoun. Le nouveau port qui est en construction, la logistique là-bas. On est toujours concentré sur Tanger, Casa, effectivement. Il y a des bonnes raisons, mais je vous assure que le développement du Sud est très, très, très intéressant. Il est bien sûr peut-être caché par les effets Coupe du Monde et ceci, cela, mais il ne faut pas qu'on oublie effectivement les régions du Sud. Elles se développent énormément. Ils ont besoin d'appui, de soutien à tous les niveaux. Donc les sociétés de distribution, là où j'aurais des conseils à donner, donc c'est effectivement optimiser la construction des nouveaux bâtiments pour qu'ils soient le plus optimisé et rentable possible. Vous avez aussi dans la robotique aujourd'hui, donc j'ai vu ça récemment, c'est impressionnant, je vous assure, chez Toyota, donc, qui sont leaders ici au Maroc de chariots élévateurs, donc un chariot autonome. Donc, on est en train de parler d'un chariot qui va chercher des palettes dans les rayons, qui va les déposer dans un camion et qui ressort et qui se balade dans un entrepôt. Il est autonome. Il y a zéro humain. Donc, tout est balisé, ça marche très très bien. Bon, c'est les leaders mondiaux, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais on l'a ici au Maroc. Je ne suis pas en train de parler d'un concept que j'ai vu sur le web, Internet, quelque part. Non, je vous dis, ici au Maroc, ces chariots sont là. Donc, ça présage dans les 5 années à venir des choses extraordinaires qui vont être mises en pratique. On verra bientôt dans les entrepôts de JL Transit des chariots se balader tout seuls. Ouais. Donc, ça va être sympa. Et donc, ça va faire des gains de productivité et fluidifier les flux. L'infrastructure, évidemment aussi, parce que les camions, ils ont besoin de routes. Ouais. Donc, on a vu qu'il y a des nouvelles routes qui sont en train d'être construites, des contournements de Casablanca ou autres, la nouvelle autoroute de Rabat-Casa. Les flux, c'est aussi le TGV qui va aller jusqu'à Agadir. Donc, tout ça, c'est extraordinaire pour le Maroc. Je veux dire, il y a un dynamisme énorme dont le Maroc va profiter, effet Coupe du Monde, mais aussi après Coupe du Monde. Donc les entreprises en plus qui ont reçu pas mal de marchés sont des entreprises marocaines. Donc Alstom, pour pas les citer ici, donc ils vont s'occuper des rames et des choses comme ça. Donc toutes ces entreprises ont besoin d'accélérer leur supply chain, ont besoin de stocker plus. Donc, on va être là pour les accompagner, pour leur apporter tous les outils et les meilleurs et les best practices sur le terrain pour rentabiliser le maximum, au moins la partie stockage, puisque je dis souvent que c'est là où il y a des gains financiers, des gains de rentabilité. D'accord. Voilà. Merci Simonir. Alors, vraiment, je vous remercie pour cet échange. C'était très riche et constructif. Là, il y a des questions de nos auditeurs. La première question, c'est pour vous, si Hamza. En fait, il y a Yassine qui vous demande quels sont les risques de l'innovation dans la supply chain. Ok. Merci à Yassine d'avoir posé la question et merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Effectivement, c'est bien beau de parler des innovations et de la supply chain du futur, mais si on ne parle pas des risques, c'est comme si on n'avait pas bien fait le travail ou le devoir. Aujourd'hui, déjà, avant de parler des risques dans l'innovation, il faut savoir que la supply chain, comme elle est connexe à plusieurs activités d'une entreprise, elle est soumise à des aléas.
On connaît bien les aléas du transport, on connaît bien les aléas des infrastructures, on peut parler de tout type d'aléas. Et la supply chain, comme c'est un travail de terrain, on est soumis à certains aléas. Et aujourd'hui, si on ne les prend pas en compte, on ne peut pas livrer une supply chain du futur. La deuxième des choses, c'est on a parlé plus tôt des risques sanitaires aussi. On a connu une grosse crise sanitaire. Donc ça aussi, c'est des aléas qui peuvent venir briser la supply chain et compliquer la livraison des produits, si on parle des produits dans la supply chain, vers le client final. Et aussi, il y a aussi les crises géopolitiques. Ça aussi, c'est quelque chose de très important dans un monde fou, on va le dire comme ça. On est confronté à certains facteurs géopolitiques qu'il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, pour s'aider, en fait, la technologie, les nouvelles tendances et les innovations vont venir nous aider pour faire face à ces crises-là et à ces aléas-là. Donc la première des choses, on a appris avec le Covid que le nearshoring, on va appeler nearshoring, donc rétrécir au maximum la supply chain pour ne plus être dépendant complètement de notre seul fournisseur qui est en Chine, qui nous livre tel ou tel produit. Donc raccourcir les chaînes de valeur, raccourcir les supply chains pour pouvoir avoir à la fois du stock proche de chez nous, donc stocké, Simounir, ça on le voit, la tendance à évoluer, mais aussi diversifier ses fournisseurs. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut utiliser des techniques d'analyse prédictive pour connaître, en fonction des datas qu'on a, les big data, les fameuses big data, connaître ce que la future demande du marché nous prédit. Donc ça aussi, c'est important et c'est des outils innovateurs qui vont permettre, avec l'intelligence artificielle aussi, qui vont nous permettre de nous donner ce genre d'informations. Et finalement, si je peux le redire, c'est aussi de rester en veille sur la partie formation, la partie suivi des nouvelles technologies, donc encourager au maximum donc les collaborateurs à être formés pour être à la pointe de la technologie et voir ce qui se passe pour aujourd'hui suivre ces tendances. Très bien. Deuxième question, c'est pour vous, c'est Fakher, il y a Steve Mohamed qui vous dit « Moi, je suis une PME. Je veux savoir comment je peux formaliser la conformité pour éviter les contrôles. » C'est vrai, c'est une grande question et je remercie C. Mohamed pour l'avoir posée. Et je crois aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, on avait des labels. On avait le label RSE, l'ISO 26000, mais qui n'était pas complète. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu important de la conformité, c'est sa complétude. Ça veut dire qu'il doit cerner tous les aspects de l'entreprise, sur les aspects technologiques, sur les aspects sociaux, sur les aspects fiscaux, sur les aspects réglementaires. Donc aujourd'hui, trouver une labellisation, une certification qui puisse couvrir tous ces aspects, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule. Et je crois qu'elle est globale, à savoir la catégorisation en douane, celle d'opérateur économique agréé. C'est son double avantage, c'est qu'il a une reconnaissance à l'international. Donc aujourd'hui, l'opérateur économique agréé en douane, c'est quelque chose qui bénéficie d'une reconnaissance de par le monde entier, parce qu'elle est mise en place par l'OMD, l'Organisation mondiale de la douane. Deuxième avantage substantiel, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du territoire national, au niveau du Maroc, il y a une reconnaissance mutuelle entre les administrations. Parce qu'aujourd'hui, le statut OA de la douane permet d'être en même temps catégorisé auprès de l'administration fiscale, donc bénéficier davantage auprès de l'administration fiscale, d'être catégorisé également auprès de l'administration de l'office d'échange. Ça veut dire aujourd'hui, en optant pour un seul statut, une seule labellisation, vous avez une reconnaissance mutuelle à l'international et au niveau national. Donc, et en plus, aujourd'hui, la douane et le niveau de maturité qui est acquis par ce dispositif, par ce mécanisme au niveau de la douane, fait qu'il est devenu très mature. Il bénéficie d'une bonne reconnaissance et d'une très bonne image de marque. Donc, pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, le statut OA de la douane est la meilleure preuve de conformité. Très bien. Troisième question, c'est pour vous, c'est Mounir. Karim, il vous demande comment financer ces innovations. Oui, alors donc effectivement, le nerf de la guerre, le financement. Donc pour financer des innovations, il faut commencer déjà par ne pas gaspiller d'argent.
Donc, dans la logistique, la supply chain et le stockage, il faut commencer déjà par ne pas jeter l'argent par la fenêtre. Donc, il faut optimiser dès le départ, savoir exactement où on va et faire intervenir donc le bureau d'études de rayonnage le plus en amont possible. Ensuite, quand on a affaire à de la technologie vraiment avancée comme la robotisation, le rayonnage mobile ou des choses comme ça, moi, ce que je préconise chez Maghreb Rayonnage, c'est de faire des opérations pilotes, c'est-à-dire d'utiliser une zone ou un produit ou un flux et de tester d'abord l'innovation à ce moment-là. Donc, on met un robot, par exemple, en place à un certain endroit, on fait tourner ça pendant un certain temps, et quand tout est opérationnel, que les gens ont pris l'habitude, qu'on a trouvé les plus, les moins, les avantages, les inconvénients, les choses à améliorer, les points d'amélioration, à ce moment-là, on peut développer sur l'ensemble du site. Donc, le premier avantage, c'est que le test coûte très peu, puisque c'est limité sur une petite zone, donc va coûter très peu. Donc pour l'entrepreneur, c'est plus facile de sauter le pas. Deuxième avantage, c'est de familiariser les opérateurs de l'entreprise avec l'ensemble des produits, que ce soit la partie logicielle ou la partie matérielle. Et au final, faire un déploiement progressif sur l'ensemble du site. Donc, il n'y a pas besoin de tout de suite investir sur 100% de la solution. On peut la tester partiellement. Très bien. Voilà, dans l'ensemble, une manière de financer les innovations. Très bien. Donc, notre épisode touche à sa fin. Toujours un mot de clôture. Je reste avec vous, Simonir. Je dirais que tous les acteurs économiques de la supply chain, que ce soit les transporteurs, que ce soit les personnes qui s'occupent des certifications, qui sont très importantes aussi, le stockage bien entendu, on doit tous participer à faire avancer le Maroc, ce pays que nous aimons tant. Donc on doit tous participer, mettre notre pierre à l'édifice par notre savoir, nos compétences, notre énergie et entraîner tous les confrères à l'amélioration et faire que cette supply chain devienne une chaîne de l'excellence. Très bien, Sifaher. Très bien, alors pour moi, le premier pas vers la conformité, c'est de prêcher la bonne parole, c'est de vulgariser les bonnes pratiques. Et je crois que les GL Talks vont participer d'une manière significative à cette mise à niveau. Je remercie Si Hamza d'avoir initié cette démarche. Je crois vraiment que ces débats, ces échanges vont être très pédagogiques pour la communauté et très instructifs. En tout cas, merci. C'est Hamza. Moi, je dirais le mot de la fin, c'est déjà Alhamdoulilah. Parce que si on voit dans le rétro ce qu'on a parcouru, on est très avancé comme pays africain. Et le Maroc, on peut être fier de notre pays et surtout sur la supply chain qui était une vision d'avenir il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans le présent et on sera dans le futur, Inch'Allah. Et je tiens particulièrement à remercier Sifaher, Simonir, Sireda pour m'avoir accompagné dans ce GL Talk. Et effectivement, il y a encore beaucoup de débats, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses. Et on laissera, Inch'Allah, les auditeurs nous faire part de leurs prochains débats qu'ils veulent qu'on élucide ici. Jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030. Très bien, merci Simonir, c'est Mustafa, c'est Hamza. Merci à nos chers auditeurs pour votre écoute. Et comme a dit Hamza, n'hésitez pas à partager avec nous vos feedbacks, à partager avec nous les thématiques que vous voulez qu'on aborde et même proposer des invités. Et bien sûr à suivre le podcast sur GL Transit sur LinkedIn et YouTube. Merci à vous tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, bravo.